Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le sénateur Pierre Frogier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a un peu plus d'un mois maintenant, en marge du comité des signataires, vous avez jeté un pavé dans la mare, comme on dit, avec une proposition de différenciation provinciale, pour faire simple. Mais bien sûr, on va y revenir longuement pendant ce magazine. Une réflexion qui continue à susciter des réactions, des commentaires. Alors pourquoi l'avez-vous faite ? Est-ce que c'est pour provoquer des réactions, pour susciter le débat, ou par provocation ? Et puis peut-être première question, pourquoi vous exprimez maintenant alors que vous aviez été silencieux pendant des mois ? Ouais. Jeter un pavé dans la mare, ça veut dire quoi ? Il y avait des canards dans la mare qui sont envolés depuis. Et ça fait des cercles concentriques de réactions. Oui, c'est vrai, oui. Puis, c'est pas plus mal, au moins ça a réveillé les canards qui dormaient à la surface de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que pendant un certain nombre de mois, je me suis tu. J'ai tenu à rester silencieux. D'abord parce que, en quittant la présidence du Rassemblement, j'avais besoin de faire le point. Mais surtout, je devais réfléchir plutôt aux conséquences du référendum du 4 novembre 2018. Celles et ceux qui nous écoutent savent que pendant plusieurs années, pendant près d'une dizaine d'années, j'ai tenté de convaincre les responsables politiques, de convaincre nos concitoyens, de convaincre l'État que le référendum qui devait marquer la fin de l'accord de Nouméa n'était pas une bonne solution. En tout cas, que ce référendum était complètement en contradiction avec l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa. Donc je sais que c'est un peu compliqué, mais on le voit bien aujourd'hui que ce référendum n'a rien résolu, et au contraire, il n'a eu pour conséquence que de créer à nouveau deux camps qui ont fait une campagne électorale, l'un pour l'indépendance, l'autre contre l'indépendance. Et ce que je veux redire, parce qu'on va se retrouver dans la même configuration dans quelques mois pour le deuxième référendum, c'est que jamais, quel que soit le camp vainqueur, jamais l'autre camp ne se résignera à accepter les positions de l'autre camp. Jamais. Personne n'acceptera, enfin, le camp qui aura perdu n'acceptera pas les résultats des référendums. On peut le résumer comme ça ? Mais bien sûr que non. Et pour quelle raison ? Et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer au dernier comité des signataires, et j'ai attendu effectivement quelques jours pour le rendre public. Parce que ne considérer que le résultat global de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, 57-43, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce que je souhaite, à ce stade, c'est là aussi tenter de faire partager aux responsables politiques, de faire partager au plus grand nombre une analyse, un constat. Et ce constat est le suivant. On coupe le gros arbre qui cache la forêt. Et qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'il faut, moi je veux que chacun de nos concitoyens voit ce que l'on doit voir et pas regarder à côté. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que dans la province sud, 3/4 des électeurs refusent l'indépendance. Que dans la province nord, un peu plus de 3/4 des électeurs souhaitent l'indépendance. Et dans la province des îles, c'est plus de 80% des électeurs qui souhaitent l'indépendance. Et donc, quelles conséquences, quel enseignement faut-il tirer de ça ? Eh bien, il y a deux Calédonies. Et je voudrais que les auditeurs me pardonnent, même si ces propos peuvent peut-être les choquer. Mais il y a deux Calédonies. Deux Calédonies qui s'estiment probablement,
qui se respectent, mais qui voient leur avenir différemment. Deux Calédonies irréconciliables sur le fond. Pardon ? Irréconciliables sur le fond. C'est comme deux trains, là, cheminent en parallèle. Mais dans l'une des Calédonies, il y a la très très grande majorité des citoyens de droit coutumier. Et dans l'autre Calédonie, vous avez la très très grande majorité des citoyens de droit commun. Et donc, les citoyens de droit coutumier voient leur avenir dans l'indépendance et les autres non. Eh bien, le constat, avant de savoir si les positions sont réconciliables, le constat qu'il faut faire, c'est qu'au bout de 30 ans, même si la société calédonienne a beaucoup évolué, même si les uns et les autres ont fait beaucoup d'efforts, eh bien nous retrouvons les mêmes clivages que dans les années 80. Et ces clivages, vous les retrouverez au deuxième, vous les retrouverez au troisième. Mais alors Pierre Frogier, vous avez pendant longtemps, et vous y faisiez allusion, vous avez appelé à la recherche d'un nouvel accord, d'un troisième accord, dans la foulée de Matignon et de Nouméa. Aujourd'hui, vous faites en revanche le constat d'un désaccord. Est-ce que c'est un échec de tout ce qu'on a fait depuis 30 ans ? Écoutez, je le dis sans amertume, parce que j'étais un de ceux qui se sont impliqués, corps et âme, dans cet enjeu depuis les années 80, où nous nous sommes affrontés, 88, accord de Matignon et Dino, 98, accord de Nouméa, et j'ai eu la chance, le privilège d'être un de ceux qui non seulement étaient là lors des négociations, au centre des négociations, mais aussi l'un de ceux qui a eu la chance de pouvoir mettre ça en œuvre. Et donc, sans amertume, mais je fais un constat. En 1998, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se donnent la main et signent pour une période de 10 ans. Il s'agissait à ce moment-là de mettre un terme à la guerre civile. En 1998, on en prend pour 15 à 20 ans, et à ce moment-là, on additionne à l'ambition de 1988 celle de conduire les Calédoniens vers un destin commun. Le résultat du référendum du 4 novembre 2018, doit nous contraindre à admettre que pendant 30 ans, la société calédonienne a profondément évolué. Nous avons été capables de construire ce vivre ensemble. Et pourtant, le destin commun, qui était une des ambitions de 1998, n'est pas au rendez-vous. Quand vous avez sous les yeux un tel résultat par province, le destin commun, il est mort. Voilà. Le destin commun, pour l'instant, et pour les années qui viennent, il n'y a pas de destin commun envisageable. La communauté de destin, c'est un échec. Les Calédoniens ne veulent pas la même chose et il faut en tenir compte. Il va y avoir néanmoins un deuxième et vraisemblablement un troisième référendum. Vous allez vous y engager tout de même. Vous estimez que les partisans du maintien dans la France doivent quand même remporter ces référendums, même si vous avez eu l'occasion de regretter qu'on en soit juste à essayer de grappiller quelques voix chacun dans son camp ? Oui, non, mais c'est évident que nous jetterons toutes nos forces dans la bataille pour que les Calédoniens réaffirment leur amour de la France. Être français dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas seulement malheureusement ce qu'on a eu l'occasion peut-être de dire pendant la première campagne référendaire. C'est pas seulement parce que la France aide la Nouvelle-Calédonie chaque année à hauteur de 150 ou 160 milliards de francs CFP. Il y a en Nouvelle-Calédonie un amour de la France. Et nous aurons l'obligation, pendant cette campagne, d'expliquer pourquoi et d'essayer de faire partager pourquoi, enfin ce sentiment qui est au plus profond de nous-mêmes, pourquoi nous aimons la France, pourquoi nous avons le droit et la fierté d'être
des Français du Pacifique, des Français de Nouvelle-Calédonie. Mais ces 3 référendums, vous êtes convaincus, donc ne régleront pas la situation. Il y a 2 Calédonies. Comment est-ce qu'on sort de cette situation? Alors vous proposez... Mais vous savez, ces référendums, ce premier référendum me laisse... Alors, le fait de l'avoir organisé me laisse tout de même un goût très amer. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'il y a près de 10 ans maintenant, je propose ce geste des 2 drapeaux. J'ai été critiqué, pourfendu, alors que il était encore possible à ce moment-là de construire une solution consensuelle. 10 ans avant l'échéance de 2018. Personne n'en a voulu. Les indépendantistes, par manque de courage politique, notre famille politique se disant on va gagner le référendum, donc ensuite on sera en position de force pour négocier avec les indépendantistes. Alors je ne vous parle pas du 3e partenaire qui à chaque fois, je savais, c'est Kissinger qui disait autrefois l'Europe, j'ai pas le numéro de téléphone. Là, l'État, moi j'ai plus le numéro de téléphone. Et il n'y a plus personne au bout du fil. Et donc, pour moi, ça a été... je dis ça parce que je souhaite que celles et ceux qui nous écoutent réfléchissent à ça. Et c'est une opportunité qui a été perdue. Et ces 2 drapeaux sur lesquels il était possible de construire une nouvelle solution consensuelle, je pense que pour demain, il n'y aura plus de solution consensuelle. Parce qu'aujourd'hui, à cause du résultat du référendum, ces deux drapeaux ne sont plus côte à côte. Aujourd'hui, ils sont face à face. Et ce ne sont pas les conférences de presse et bavardages que j'ai entendus au dernier congrès des formations indépendantistes qui peuvent me rassurer dans ce sens. Alors pour sortir de cette situation, vous faites une proposition de ce que vous avez appelé une différenciation provinciale. Vous souhaitez refaire des provinces, en fait, des collectivités de référence. Comment ça marche exactement? Comment est-ce que chaque province peut reprendre un peu son autonomie, reprendre des compétences? Comment est-ce que vous voyez les choses? Lorsqu'en 1988, nous avons obtenu la création des provinces sous l'autorité de Michel Rocard. Donc, ces 3 provinces, ces 3 collectivités territoriales étaient effectivement des collectivités de référence. Pour les juristes, les compétences générales étaient exercées par les provinces, et la Nouvelle-Calédonie et l'État, eux, c'était des compétences d'attribution. Sauf que le temps a passé, et malheureusement, les provinces, petit à petit, ont perdu, pour tout un tas de raisons, une partie de leurs compétences. Mais peu importe. Je souhaite effectivement, enfin je pense que une des pistes de réflexion, c'est que les provinces redeviennent les collectivités majeures de la Nouvelle-Calédonie, mais grâce à la réforme constitutionnelle qui s'appliquera à l'ensemble des collectivités de la République, il sera possible pour chacune des provinces de redéfinir ses propres compétences par rapport aux autres collectivités. Pour vous donner un exemple, 2 communes, quand le droit à la différenciation aura été voté, 2 communes qui aujourd'hui exercent évidemment les mêmes compétences, par exemple par rapport au département, eh bien l'une pourra avoir des compétences, enfin à condition de le demander et de l'obtenir, des compétences différentes de sa voisine. Voilà, pour faire simple. Alors, autant en 1988, les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie avaient les mêmes compétences. C'était uniformité des compétences. Eh bien, pour demain, ce que je propose, c'est que ces 3 provinces redéfinissent effectivement leurs compétences respectives par rapport à la Nouvelle-Calédonie, et pourquoi pas avec une marge supplémentaire par rapport à l'État. Voilà, c'est ce que j'allais dire, libre de choisir leur relation avec l'État éventuellement. Mais à la condition, effectivement, que
ces différenciations de compétences correspondent à des particularités locales ou à des particularismes locaux, et aussi que ça corresponde évidemment à l'intérêt général. Il ne s'agit pas de répondre à une lubie de tel ou tel président de province. Quand vous dites chaque province libre de choisir ses relations avec l'État, certains pensent que ça veut dire que deux provinces vont être indépendantes, et on vous accuse forcément de vouloir la partition. Vous l'avez entendu, presque tout le monde a eu ce premier réflexe, la différenciation provinciale, c'est de la partition. Alors, oui, mais c'est pas parce que presque tout le monde a le premier réflexe que c'est pour autant une vérité. Vous savez, expliquez-nous, c'est quoi la différence ? La partition, c'est comme les deux drapeaux. Quand on ne veut pas parler du fond, les deux drapeaux, c'était quoi ? Frogier a négocié l'indépendance association. À cela, je peux leur dire qu'il y a 30 ans, en 1988, quand Jacques Lafleur signe les accords de Matignon, la loi référendaire de novembre 88, il y a 63% des électeurs de la province sud qui disent non à Jacques Lafleur, qui disent non. Et 30 ans après, voilà, je pourrais très bien dire, vous voyez, vous doutiez parce que vous pensiez que Jacques Lafleur avait négocié l'indépendance, qui s'était couché devant les indépendantistes. 30 ans après, je pourrais dire à ceux-là, vous avez vu, on a eu raison. Et pour les deux drapeaux, c'est pareil. On a stigmatisé, caricaturé ça en disant Frogier a négocié l'indépendance association. Sauf que quand vous dites ça, et c'est la même chose pour la partition, vous ne parlez pas du fond. Vous savez, c'est quand vous montrez la lune là-haut, l'idiot, il regarde le doigt. Parce que pour pas parler du fond. Là, c'est pareil. Et la partition, c'est quoi ? C'est l'éclatement, effectivement, de la Calédonie. Et je remercie Alain Chrisnark d'avoir, dans un de ses commentaires, dit, effectivement, en partition, il n'en est pas question puisque c'est écrit. Mais en revanche, fait une ouverture constructive, favorable, sur mes propositions. Mais la partition, c'est quoi ? C'est le divorce. Et il ne s'agit pas de ça. C'est justement pour éviter ça. Et quand celles et ceux qui nous écoutent auront compris ça, pour éviter effectivement que tout parte en vrille, eh bien, il faut que nous soyons capables, au travers de ces compétences différenciées par province, y compris pour les provinces, pour chacune des provinces, d'évoquer avec l'État des relations peut-être différentes. Eh bien, c'est comme ça qu'on évitera l'explosion de la Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'on aura été capable d'accepter les uns et les autres nos différences. Et le grand enjeu, me semble-t-il, de ces prochains mois, de ces prochaines années, ce sera d'écrire et d'accepter nos différences. En un mot, c'est vrai que certains observateurs, en 88 ou 98, avaient dit qu'il s'agissait de concilier nos antagonismes. Et je pense que c'était un peu trop, c'était prématuré. Et là, il s'agit bien, au travers de nouvelles dispositions institutionnelles, d'être capable de concilier nos antagonismes de façon à préserver le vivre ensemble. Car si nous n'arrivons pas, effectivement, à accepter nos différences et à trouver les équilibres pour gérer ces différences, je crains que ce soit le vivre ensemble, qui est un des acquis majeurs de ces 30 dernières années, qui disparaissent. Mais alors on va vous dire aussi 75% d'indépendantistes dans le Nord, 80% dans les îles, mais dans ces deux provinces, il y a des électeurs et il y a même des élus, notamment dans le Nord, qui eux veulent le maintien dans la France. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce qu'ils vont pas se retrouver dans des provinces où ils seront pas à l'aise parce qu'ils souhaiteraient que les compétences soient réparties différemment et que ils auraient peur que leur province s'éloigne de la France ? Mais non, absolument pas. Et vous savez, si je veux aller un peu plus loin dans cette réflexion, il y a l'aspect institutionnel. Mais quand j'entends les réactions des responsables indépendantistes, lorsqu'ils ne sont pas dans la provocation, je pense que il y a effectivement quand on parviendra à entrer, si je l'espère un jour, dans ces échanges sur la différenciation territoriale ou la différenciation provinciale. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a une identité de vue entre la province sud, la province nord et la province des îles ? La province des îles, c'est, je vous dis, plus de 80%
d'indépendantistes. Mais c'est plus de 80% de citoyens de droit, enfin c'est 100% de citoyens de droit coutumier. De citoyens de droit coutumier. Et vous voyez dans l'évocation là, de cette différenciation territoriale, il y a quelque chose que je ne peux d'ores et déjà pas admettre. J'ai entendu au dernier congrès là, des indépendantistes à Ouvéa qu'il s'agissait de remettre à l'ordre du jour le transfert de l'article 27, c'est-à-dire la DRAF, et puis l'audiovisuel, etc. Bien, je ne vois pas ce que ça va changer, mais je ne comprendrai pas, compte tenu des résultats du premier référendum, je ne comprendrai pas que les élus de la province des Îles aient leur mot à dire dans l'aménagement foncier de la Grande Terre. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu inadmissible. Il y a 100% de terres coutumières en province des Îles, qu'ils s'occupent des terres coutumières de la province des Îles. C'est pour ça qu'ils ont été élus. Et je considère qu'ils ne sont pas élus pour mettre leur grain de sel dans l'aménagement foncier de la Grande Terre et surtout l'aménagement foncier de la province sud. Mais quand vous posez cette question-là aux responsables indépendantistes de la province nord, je suis persuadé qu'ils feront la même réponse. Qu'ils vous feront la même réponse que ce que je viens d'affirmer. Voilà. Concernant la province des Îles. Pardon ? À l'égard de la province des Îles. Ah ben bien sûr, bien évidemment. Et donc, vous savez, je suis allé un peu plus loin dans ma réflexion. Et si nous parvenons à constater nos différences, à admettre nos différences, et si nous parvenons à traduire ces différences en termes institutionnels, il y a une chose, il y a un élément dont j'ai été l'instigateur il y a quelques années et qui a ensuite été récupéré notamment par Philippe Gomez, par le gouvernement, par l'État, parce qu'il ne faut pas leur demander, il ne faut pas attendre d'eux quelconque idée, et puis par les indépendantistes. Il s'agit de la charte des valeurs, qui a été complètement tordue dans tous les sens pour faire croire aux Calédoniens qu'il suffisait, si on pouvait s'appuyer sur cette charte des valeurs, si on était d'accord dessus, qu'il suffisait d'enjamber le référendum et puis de regarder le jour d'après. On voit ce que ça a donné. Alors que vous aviez évoqué les valeurs républicaines, océaniennes et chrétiennes comme fondement. Dans ce contexte où nous sommes capables d'admettre nos différences, où nous sommes capables de concilier ces différences, vous voyez, une vraie charte des valeurs fondamentale, celle que nous pourrons écrire après ces 30 ans de vivre ensemble et de travail en commun, eh bien, ça devrait rassurer, notamment les populations de la Grande Terre, et même celles des îles. Parce qu'il y aura entre nous cette charte des valeurs fondamentales qui est celle qui devra engager et permettre effectivement de poursuivre ce vivre ensemble. Ce serait le ciment de la Calédonie absolument. Qui garderait son unité, contrairement absolument. À ce que certains veulent dire aujourd'hui. Vous parliez des congrès indépendantistes. Alors, est-ce que cette idée dont vous avez parlé là maintenant depuis un mois à peu près, comment est-ce que vous allez la faire progresser ? Vous le disiez, on a entendu les indépendantistes en congrès ce week-end. Ils en sont toujours à l'indépendance pleine et entière ou l'indépendance avec partenariat. Ils n'ont pas l'air de vouloir trouver ou chercher une autre issue. Non, mais s'ils avaient été capables de faire des propositions, ça fait longtemps que ça se saurait. Et ce que je regrette, c'est que la génération, là, les responsables indépendantistes, et je pense notamment à l'Union calédonienne, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux et des ambitions que Jean-Marie Tjibaou avait pour la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il a serré cette main à Jacques Lafleur. Moi, j'étais là, et je sais ce qu'ils se sont dit à ce moment-là. Voilà. Et donc, ils trouvent refuge dans quoi ? J'entends, il faut qu'on établisse des rapports de force pour gagner le deuxième référendum. Il faut le bloc à bloc. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la guerre qu'ils souhaitent ? Mais vous savez, si jamais il se passe si jamais dans les mois qui viennent, il y a malheureusement, je pense que la campagne pour le deuxième référendum va être beaucoup plus agressive que la première. Mais il va falloir aller chercher des responsables. Et eux porteront
une grande partie de la responsabilité. Parce que quand on parle de bloc contre bloc, quand on parle de rapport de force, là c'est la guerre. Okay ? Il faut dire les choses, il faut mettre des mots. C'est la guerre. La politique, c'est tout sauf ça. Donc ils commencent à faire de la politique de façon réaliste, plutôt que de chauffer leurs troupes, quel que soit leur... parce que ça reste... C'est très dangereux. La politique, et parce que la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, c'est une terre particulière, avec des populations particulières, eh bien, on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est responsable politique. C'est pas possible. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors ils ont aussi une autre issue, hein. Ils veulent des bilatérales avec l'État, ça ils l'ont dit depuis longtemps, ils le répètent aujourd'hui. Ça vous agace toujours un peu qu'ils discutent directement avec l'État, comme si les partisans du maintien dans la France n'existaient plus et n'étaient plus les partenaires des accords? Non mais c'est vrai, vous avez raison, ça m'a agacé pendant un moment. Maintenant non. Parce qu'à certains moments, on se demandait ce qu'on faisait, notamment au comité des signataires ou dans d'autres circonstances autour de la table. Mais maintenant, je les pousse à y aller. Allez-y, faites des bilatérales. Mais s'il s'agit que de l'Union calédonienne, faites des bilatérales pour l'Union calédonienne, pour vous tout seul, et puis point barre. Ça n'engagera que vous. Et s'il s'agit à ce moment-là de groupes plus élaborés, mais que les responsables des provinces, notamment celles du Nord et des îles, aillent engager des bilatérales, mais qu'ils y aillent tout de suite, là. Tout de suite. C'est pas la peine d'attendre le 2e ou le 3e référendum. Qu'ils y aillent tout de suite et qu'ils voient, qu'ils réussissent à déterminer avec l'État les conditions d'une indépendance chez eux, et notamment dans la province des îles. Mais plutôt que d'aller construire un aéroport international, que Jacques Lallier aille sonner à la porte de Matignon ou de l'Élysée et engage ses bilatérales. Mais pour lui tout seul. Pour lui tout seul, les 82% des indépendantistes qui ont voté pour lui. Et puis peut-être que dans quelques années, il réussira. Et puis peut-être qu'il aura réussi, puis convaincu les autres provinces. Mais enfin, qu'il y aille. Et qu'ils arrêtent qu'ils le fassent pour eux-mêmes et pas pour les autres. Nous, on est assez grands, nous. Ça peut être déjà un moyen de faire de la différenciation provinciale, quoi. Ah pourquoi pas. En attendant, cette solution suppose le travail des juristes. Alors on a souvent dit, vous le disiez récemment, que la Calédonie, il n'y a pas de prêt-à-porter institutionnel. Il va falloir que les juristes, j'imagine, travaillent sur cette solution. Vous avez évoqué la prochaine réforme constitutionnelle qui introduit d'ailleurs cette notion de différenciation territoriale. En attendant, vous en avez parlé à vos interlocuteurs parisiens de cette solution possible pour... Je crois qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans une catégorie constitutionnelle. Parce que ça fait longtemps, s'il y avait quelque chose qui était susceptible de devenir... un prêt-à-porter là, pour la Nouvelle-Calédonie, ça fait longtemps que ça se saurait. Et le génie, je pense, de Michel Rocard en 88, ça a été de permettre un débat autour de la table, une négociation, hors toute contrainte constitutionnelle. Et puis en disant après, on va demander aux juristes de mettre ça en forme. Eh bien, je pense que pour l'avenir, plutôt que de s'enfermer, encore une fois, parce que c'est la force des médiocres, de s'enfermer dans des catégories là, plutôt que de faire ça, soyons complètement ouverts, soyons au plus près de la population. Parce que vous voyez, sur le 2e ou 3e référendum, moi, ce qui m'a frappé, et je veux vous le dire, ce qui m'a frappé au comité des signataires qui a suivi le premier référendum, c'est que, on a pris les papiers, c'était les résultats, les uns et les autres étaient plutôt satisfaits, le Premier ministre satisfait parce que l'ONU avait dit que c'était bien, voilà. Et puis, on boucle ça comme un gros dossier, puis on le pose dans la bibliothèque. Voilà. Eh bien, derrière ça, il y a des femmes, il y a des hommes. Vous pensez que c'est facile, quand vous êtes au fond d'une tribu de la côte Est, là-bas, d'aller voter pour la France? Vous pensez que c'est facile, coincé dans les îles Loyauté, d'aller voter pour la France? Bien. Donc, il y a des femmes et des hommes qui... Et c'est pour ça que je ne voulais pas ce premier référendum, et que je suis aussi critique sur le deuxième. Parce que vous avez des populations, vous avez des individus, vous avez des familles qui sont prises en otage. Et c'est difficile à vivre, ça. Et je pense aussi aux 40 000 citoyens français, qui vivent en Nouvelle-Calédonie et puis qui vont regarder, comme ils ont regardé passer le train le 4 novembre, ils vont le regarder le 6 septembre. Et je peux leur dire d'ores et déjà que dans quelques semaines, je vais m'adresser à eux,
Je vais leur dire ce que je pense, dans le cadre, dans la perspective du 6 septembre prochain. Eh bien, je pense effectivement que il faut... pardonnez-moi, ma question c'était, est-ce que vous en avez parlé à Paris? Est-ce que vous y étiez récemment? Oui, vous vous doutez bien que... Pardon, j'avais... vous doutez bien que... s'agissant... Parce qu'il s'agit notamment d'une réforme constitutionnelle et qui touchera l'ensemble des collectivités, j'ai évoqué avec un certain nombre de personnalités, bien sûr le président du Sénat, mais l'ancien président Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Christian Jacob, que je félicite, qui était à ce moment-là président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et qui est devenu notre président chez les Républicains, et que je refélicite grâce à votre antenne. Et donc, toutes ces personnalités sont informées de ma démarche, sont informées de mon analyse. Et encore une fois, à ce stade, il s'agit d'une analyse que je souhaite et un constat que je souhaite partager au plus grand nombre. Mais je ne doute pas que lorsqu'on progressera, et si il y a quelque chose à retenir de ce constat, de cette analyse, je ne doute pas qu'ils seront à nos côtés, parce qu'ils sont très, très attachés évidemment à la Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Calédonie dans la France. Dernier mot, en Calédonie, vous allez faire progresser comment cette idée? C'est en parlant ici ou là, en rencontrant des gens Oui, je profiterai de la campagne pour le deuxième référendum pour aller rencontrer le maximum de nos concitoyens pour leur expliquer. Et puis pour leur offrir des perspectives. Parce que comme eux, moi, ces derniers mois, j'ai l'impression de tourner en rond là, dans un carton là. Et ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est qu'avec ces réflexions, leur offrir de nouvelles perspectives. De leur offrir de nouvelles perspectives au-delà du deuxième référendum qui, encore une fois, ne réglera rien, au deuxième et au-delà du troisième. Et quand on me dit, écoutez, après le deuxième, le président de la République prend l'engagement qu'il fera quelque chose avant le troisième, écoutez, il ne faut pas plaisanter. Le président de la République, il a d'autres chats à fouetter, et à chaque fois qu'il y a un obstacle qui se présente devant lui, il essaie de le contourner plutôt que de... Alors, on voit ce qui se passe sur les retraites, et puis... sur les hôpitaux, et la France est en grande, grande difficulté. Et malheureusement, la Nouvelle-Calédonie n'est pas la première des préoccupations, et donc il faut qu'on soit nous-mêmes à la hauteur de ces enjeux, et puis qu'on arrête de rester dans l'incantation, et je m'adresse aux indépendantistes, qu'ils essaient d'être encore une fois à la hauteur des ambitions de Jean-Marie Tjibaou et de ce qui a été son engagement. Et quand j'entends et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé au dernier congrès, entre nous, c'est minable. C'est minable. Pierre Frogier, invité du magazine Transparence, merci d'avoir accepté notre invitation.